Bonsoir chers auditeurs. Dans ce libre journal des sciences et des techniques, animé par votre serviteur Paul de Vels, nous avons le privilège ce soir de recevoir un très grand spécialiste du cancer qui est le professeur Dominique Bellepomme. Je présenterai rapidement le professeur Bellepomme dans quelques secondes, mais je voudrais introduire le sujet de ce soir, c'est comment prévenir le cancer. C'est un sujet qui a une importance majeure, d'abord pour tout ce qui concerne la santé des individus, c'est-à-dire de vous-même, de vos parents, de vos amis, puisque si on peut prévenir le cancer, eh bien on peut éviter de le laisser se développer avec les conséquences que l'on sait. La deuxième raison est tout simplement une raison sociale. Il faut savoir que le nombre de cas nouveaux de cancer décelés par an en France a explosé. On est à la limite de 400 000. On cite des chiffres, je crois, qui datent de 2012 ou 2013, de l'ordre de 390 000 nouveaux cas. Et ce nombre est en pleine augmentation. La question que nous pourrons nous poser, c'est pourquoi est-ce que le nombre de cas de cancer explose? Néanmoins, ça veut dire que s'il y a 390 000 nouveaux cas de cancer par an, eh bien, ça a un coût qui pourrait devenir prohibitif. Il faut savoir qu'un patient qui est soigné pour un cancer, eh bien, peut coûter à la sécurité sociale et aux assurances maladie jusqu'à 50 000 € et parfois davantage. Ce qui veut dire que si on laisse se développer cette épidémie de nouveaux cas de cancer, eh bien, tout le budget de l'assurance maladie risque d'exploser complètement. Aujourd'hui, on estime le coût du cancer, le coût du traitement du cancer par an en France à un ordre de grandeur, je ne sais pas, on cite 14 milliards d'euros, c'est cet ordre. Mais si cette épidémie continue et s'aggrave, eh bien on pourrait arriver jusqu'à des coûts de traitement dépassant les 100 milliards d'euros. Alors, en passant, il y a aussi l'incidence de ce qui s'appelle le plan cancer qu'on pourra évoquer, mais ce n'est pas tellement le sujet de notre émission de ce soir, puisqu'il est évident que ce que nous cherchons, c'est essayer de prévenir le cancer, c'est-à-dire d'empêcher qu'il se développe. Et en fait, Monsieur Bellepomme m'a dit tout à l'heure qu'il fallait décomposer la prévention en 3 types de sujets que nous allons aborder dans l'ordre. La prévention primaire, c'est-à-dire avant que le cancer n'arrive, éviter qu'il se développe. La prévention secondaire, c'est-à-dire une fois que le cancer s'est mis en place, le déceler le plus rapidement. Et la prévention tertiaire, c'est qu'une fois que le cancer a été soigné, essayer de prévenir les rechutes. Donc on va étudier tous ces 3 types de prévention. Et je voudrais dire que pour développer ce sujet, nous avons donc un éminent spécialiste, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Dominique Bellepomme, qui est un grand spécialiste de cancérologie et qui est président de l'European Cancer and Environment Research Institute, c'est-à-dire le Centre européen de recherche sur l'environnement et le cancer, l'ESRI, qui est à Bruxelles. Et également, si vous voulez, le professeur Bellepomme pratique la cancérologie en France de façon thérapeutique. C'est à la fois un grand spécialiste et un grand thérapeute. Le professeur Bellepomme a écrit beaucoup de livres, mais je voudrais, sur le sujet qui nous intéresse, citer son livre qui date de quelques années déjà, mais qui n'a pas vieilli vis-à-vis de son contenu. C'est « Guérir du cancer ou s'en protéger », édité chez Fayard en 2007. Et le professeur Bellepomme achève un ouvrage qui devrait paraître sur ce sujet ou des sujets voisins en 2014, en janvier 2014. Donc, si vous voulez vous renseigner, achetez ce livre, Guérir du cancer ou s'en protéger, c'est Fayard en 2007. Nous pourrions aussi citer les livres d'un invité récent qui est le professeur Joyeux,
Je vais m'en contenter d'en citer un. C'est le professeur Henri Joyeux, comment enrayer l'épidémie des cancers du sein et des récidives. Bon là, bien entendu, ce sujet est ciblé sur les cancers du sein, mais nous, ce que nous cherchons à dire, à parler, à développer, c'est de parler de tous les cancers, quels qu'ils soient. Voilà. Alors, le professeur Bellepomme, donc, est un grand spécialiste du cancer, mais c'est aussi quelqu'un qui a une grande influence sur les causes environnementales. Et en particulier, professeur Bellepomme, vous êtes intervenu pour dénoncer des polluants comme la chlordécone. Est-ce que vous pourriez évoquer peut-être ce problème avant que nous passions dans le vif du sujet? Oui, c'est un exemple criant de vérité scientifique qui met en évidence le rôle des pesticides dans la genèse de certains cancers, et en particulier des cancers de la prostate, puisque la chlordécone est utilisée aux Antilles françaises, en particulier en Martinique et en Guadeloupe, et que malheureusement, dans ces régions des Caraïbes, eh bien, en ce qui concerne la Martinique a le record mondial des cancers de la prostate, et la Guadeloupe n'en est pas loin. Donc on est ici dans un schéma explicatif de la genèse de certains cancers, dont en particulier le cancer de la prostate, comme je viens de le dire, avec une cause environnementale qui est quasiment certaine, compte tenu des études épidémiologiques qui ont été réalisées et surtout des travaux que nous avons effectués, en particulier en Martinique. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, se tenait un colloque qu'on avait fait l'honneur de me faire présider à Fort-de-France, et dans lequel plus d'une centaine de médecins antillais étaient présents pour essayer de démêler les problèmes concernant la pollution dans ces îles, qui est énorme. La chlordécone est malheureusement un pesticide qui a été utilisé pendant de trop nombreuses années, en dehors d'ailleurs de toute, je dirais, de toute légalité, puisque l'Europe avait interdit l'utilisation de ce pesticide dans les années à peu près 93, et qu'en 96, on a fini par interdire, si vous voulez, l'utilisation, la mise sur le marché de la chlordécone. Alors que les États-Unis, bien sûr, avaient interdit l'utilisation de ce pesticide bien avant. Voilà. Donc on est ici dans quelque chose qui pose tout de suite le problème des causes environnementales des cancers et des autres maladies, car il y a le cancer là-bas, entre autres, mais il y a aussi toutes les autres maladies, en particulier le diabète de type 2. Il faut savoir qu'un Antillais sur 10 est porteur d'un diabète de type 2, ce qui est tout de même quelque chose tout de même de très très important. Pardon, professeur Bellepomme, combien y a-t-il de cas de cancer de la prostate chez les hommes d'adultes en Guadeloupe ou en Martinique? On parle d'1 sur 2. Est-ce que ce chiffre est excessif? C'est un petit peu excessif. C'est ce que j'avais cru au début. Malheureusement, dans le rapport que j'avais fait en 2007 sur les problèmes de santé dans ces îles, je crois qu'en fait c'est 1 sur 4. 1 sur 4, c'est déjà énorme. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, c'est le taux le plus élevé dans le monde. Alors, au début, si vous voulez, quand j'ai sorti ce rapport en 2007, eh bien, les autorités, les bonnes autorités françaises, dont je ne citerai pas le nom, m'ont dit que on dit, mais tout ça, c'est pas du tout l'environnement, c'est parce que ce sont des descendants d'Afrique noire, et donc des gens qui sont plus susceptibles au cancer de la prostate, ce qui est en partie vrai, mais n'explique pas la croissance énorme, quasi exponentielle, de l'incidence de ces cancers depuis à peu près les années 55 jusqu'à maintenant, et ça ne s'arrête pas. Tout simplement parce que, si vous voulez, ils ont le record du monde, et en plus encore beaucoup plus important que les Noirs américains. Donc on est vraiment dans un cas de figure où l'environnement est majeur, et avec si j'ose dire, une contre-expertise qui va dans ce sens, puisque dans la région un petit peu plus loin, vous avez Cuba. Et à Cuba, qui n'utilise pas de pesticides tout simplement parce que ça coûte trop cher pour leur économie, eh bien, ils ont l'un des taux les plus bas dans le monde de cancer de la prostate. Voilà. Donc, ce sont toutes ces études-là que nous avons faites, et qui, directement ou indirectement, démontrent qu'il y a un lien entre
la chlordécone en tout cas, mais également d'autres pesticides organochlorés qui avaient été administrés avant la chlordécone et l'apparition des cancers de la prostate. En tout cas, si vous voulez, ça c'est un cas d'école, parce que la chlordécone, lorsqu'on parle de pesticides agricoles, les pesticides, c'est un nom générique, mais ça peut être des désherbants, ça peut être des insecticides, ça peut être des antifongicides. Ce sont des produits qui, normalement, débarrassent les cultures de ce qui, en fait, disons, les gêne. C'est-à-dire, ça peut être des insecticides lorsqu'il y a des parasites, ça peut être des herbicides lorsqu'il s'agit, si vous voulez, de désherber en partie, et ces pesticides, le terme peste, ça ferait penser que ça soit uniquement des insecticides. Ce n'est pas le cas. Et pour faire des économies, pour gagner davantage d'argent, les grandes cultures agricoles utilisent de plus en plus de pesticides qui, naturellement, se retrouvent dans les eaux de boisson, dans les eaux de ruissellement qui sont utilisées et qui influent énormément sur la santé des consommateurs. Alors, je voulais, avant que nous parlions de façon plus en détail d'autres polluants, par exemple, on s'intéresse beaucoup en ce moment des polluants qui ont d'origine du plastique, c'est-à-dire, enfin, on va revenir sur ces questions, mais si vous voulez, beaucoup de gens disent, écoutez, de toute façon, j'ai résolu le problème, je ne bois plus que de l'eau minérale en bouteille, et en fait, ces gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils font des eaux de cuisson, lorsqu'ils prennent une douche, eh bien, le résultat est à peu près le même, c'est-à-dire qu'il est très difficile de se débarrasser des pesticides qui sont présents dans l'environnement et dans les eaux usées. Et il faut savoir que la plupart du temps, lorsque vous avez des eaux de boisson ou des eaux simplement qui apparaissent au robinet, ces eaux sont traitées de façon très sommaire contre les colibacilles, contre les salmonelles, ce sont des bactéries en quelque sorte, mais par contre, ils n'éliminent absolument pas les résidus de pesticides agricoles qui sont présents dans les eaux d'écoulement. Alors, nous partons en fait dans plusieurs parties. Il faudrait qu'un petit peu qu'on structure notre propos. Je rappelle à nos éditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie. Nous recevons ce soir le professeur Dominique Pellepomme, cancérologue éminent, et le titre de notre émission, c'est « Comment prévenir le cancer » sur le journal des sciences et des techniques, animé par votre serviteur Paul Devel. Alors, l'idée, c'est que c'est une épidémie, il faut essayer de prévenir. Alors, pourriez-vous nous parler, professeur Pellepomme, de votre vision sur la prévention du cancer? Oui, je vais parler, bien sûr, sur cette vision du cancer, mais je voudrais juste en quelques mots revenir sur le problème des Antilles, car c'est vraiment, comme vous l'avez dit, cher monsieur Paul Devel, un exemple caricatural des problèmes posés aujourd'hui. Et en particulier, ce que vous venez de dire, qu'il est très difficile de se débarrasser des pesticides, tout simplement parce qu'effectivement on les retrouve dans l'eau sans qu'on s'en aperçoive, y compris l'eau de boisson, comme on l'a dit, et ça, tout en sachant que les dépollutions qui nous sont dites être faites ne sont en général qu'imparfaites. Elles sont bien sûr tout à fait correctes pour ce qui est des bactéries, mais pour ce qui est des produits chimiques, c'est beaucoup plus difficile. Donc, surtout pour les produits organochlorés, comme les pesticides. Et donc, si vous voulez, il est clair que là, il y a une difficulté. Mais il y a une beaucoup plus importante difficulté. Et là encore, les Antilles sont caricaturales. Parce que ces produits persistent dans le sol. Et si vous voulez, ce qui a pu être mesuré aux Antilles, notamment en Guadeloupe, par mon ami Cabidoche de l'INRA, qui malheureusement est décédé, c'est que les calculs qu'il a pu faire pour la persistance de ces pesticides dans les endosols, qui sont les sols particuliers des Antilles, ça se compte ça se chiffre en siècles. Et aujourd'hui, il est clair que, en gros, pour ce qui est de la chlordécone, c'est entre 6 siècles et 10 siècles de persistance dans le sol. Autrement dit, cela veut dire qu'entre 20 et 40 générations d'Antillais seront obligatoirement contaminés par la chlordécone, qu'on va retrouver certes à dose minime dans l'eau de boisson, mais qui en fait, et ça c'est un leitmotiv que je redirai au cours de cette émission, ça n'est pas la dose qui fait le poison, mais la répétition des doses. Autrement dit, même si on trouve dans l'eau de boisson de très très faibles doses de chlordécone, eh bien cela, au bout d'un certain temps, va déclencher un cancer. Et c'est le cas
les cancers de la prostate, mais probablement aussi, bien que ce soit moins net, pour les cancers du sein et les cancers du gros intestin, qui sont également en augmentation, bien que moins importante que les cancers de la prostate, dans ces îles. Bien sûr, l'autre intérêt de cet exemple caricatural, c'est que ce qui est vrai pour les Antilles, dans certaines mesures, est vrai pour la métropole, pour d'autres pays. Et donc, si vous voulez, les informations que nous avons pu avoir en matière de recherche sur ces cancers et en lien avec l'environnement, eh bien, sont applicables, bien sûr, à notre pays. Alors, et vous me demandez, si j'ai bien compris, de me donner ma vision globale du cancer, eh bien, elle est déjà très fournie par cet exemple caricatural des Antilles. Et il est évident, si vous voulez, que pour ce qui est de la prévention primaire, c'est-à-dire celle qui est avant la maladie et qui va consister à éviter l'apparition d'un cancer, tout simplement en retirant les causes de ce cancer ou annulant les causes de ce cancer, eh bien, il est évident que je pense que le professeur Joyeux vous a beaucoup parlé des problèmes alimentaires, de l'alimentation au sens où nous l'entendons de façon classique, mais il va bien sûr y avoir en surimposition à ces problèmes alimentaires des problèmes, comme vous l'avez dit chez Monsieur Devel, des problèmes de résidus chimiques, notamment les pesticides qui vont se retrouver dans l'alimentation et qui, à petite dose, vont finir par donner un cancer. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau cadre de pensée, en tout cas, c'est celui que je défends, qui est celui de dire qu'il y a bien sûr des problèmes de comportement qui peuvent expliquer le cancer, mais en surimposition à ces problèmes de comportement, il y a bien sûr l'environnement. Alors, c'est très important de mettre en exergue le cas de la Guadeloupe et de la Martinique, parce que là, véritablement, l'identification des causes ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est quelque chose qui est vraiment, on peut considérer que c'est démontré. Mais il faut quand même signaler aux auditeurs que c'est en général extrêmement difficile de démontrer une relation de cause à effet entre une pollution qui a eu lieu parfois une année ou pendant une certaine période, et le développement ultérieur de certains cancers qui peuvent mettre des années à se développer et qui peuvent également avoir des causes multifactorielles. Alors, il est évident que, bien sûr, nous avons, pour identifier ces causes, nous avons le cas de l'épidémiologie. L'épidémiologie va comparer des populations en mesurant sur ces populations les taux d'incidence relevés des cancers. On observe, tiens, c'est curieux, en Guadeloupe, la proportion dans une classe d'âge donnée de personnes qui ont développé des cancers est beaucoup plus élevée dans un cas que dans l'autre. Tiens, c'est curieux, il y a une pollution à la chlordécone. On peut, à ce moment-là, démêler les chevaux. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Et très souvent, également, les fabricants de pesticides, les fabricants de polluants agricoles, eh bien, cherche à empêcher naturellement que cette relation de cause à effet soit développée. Alors, vous avez cet exemple de la chlordécone où la cause est en quelque sorte entendue, et je pense qu'il est important d'avoir des exemples de ce type de façon à montrer les dégâts qu'un seul produit peut produire. Mais vous avez également le cas de l'amiante. L'amiante, je me souviens pendant des années, vous avez parfois des personnalités éminentes sur le plan scientifique, et pour n'en citer qu'une seule d'entre elles, le professeur Allègre, qui avait affirmé que les quantités d'amiante qui étaient présentes dans l'environnement, eh bien, étaient tout à fait négligeables vis-à-vis du développement du cancer du mésothéliome qui apparaît lorsqu'on est soumis aux fibres d'amiante. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde est d'accord pour considérer qu'il y a une relation de cause à effet parfaitement établie. Je pense que vous n'êtes pas trop intéressé au cancer du mésothéliome, mais ça touche quand même un nombre important de personnes. Oui, alors c'est un très bon exemple aussi, qui est ancien, et un exemple qui fait que il faut pas, si vous voulez, reproduire l'erreur que nous avons faite à propos du cancer de la plèvre, qui est ce mésothéliome, mais ça donne également, l'amiante donne également des cancers du poumon et des cancers de l'œsophage. Mais si vous voulez, il faut savoir que avant qu'on interdise l'amiante et la commercialisation de l'amiante, donc la mise sur le marché de l'amiante vers les années 1996, notamment grâce, si vous voulez, au président de l'époque qui était Jacques Chirac, il a fallu un siècle de combat
scientifique pour que on en arrive là. Autrement dit, les inspectrices du travail en Grande-Bretagne avaient vu au siècle dernier, si vous voulez, donc il y a un siècle, déjà le rôle néfaste de l'amiante vis-à-vis des travailleurs, avec des cancers qu'ils avaient tout à fait décrits liés à l'amiante, pour des raisons, des observations, certes de cas cliniques, mais qui avaient une valeur tout de même sémibiologique et en particulier, si vous voulez, en tout cas d'information essentielle. Moi-même, quand j'ai fait mes études médicales, et hélas, c'était pas hier, ça remonte à 40 ans ou 50 ans, je n'ai pas calculé, eh bien, il est évident qu'à ce moment-là, si vous voulez, dans les livres de médecine, on indiquait clairement le rôle cancérigène de l'amiante. Ceci était absolument déjà acquis au niveau scientifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ce laps de temps entre ce qui était écrit dans les livres de médecine enseignés aux étudiants et cet arrêt politique, cette décision politique de 1996, eh bien, il s'est passé tout un combat dans lequel les scientifiques n'étaient pas écoutés, ou en tout cas pas suffisamment écoutés, et des intérêts économiques contradictoires, et donc une décision politique qui était plutôt en faveur des intérêts économiques, en faveur des résultats scientifiques qu'on avait à l'époque. Donc il s'est trouvé clairement, si vous voulez, une espèce de déni, de dénégation vis-à-vis de faits scientifiques qui étaient absolument prouvés à l'époque, puisqu'on avait non seulement des études épidémiologiques, qui, je le rappelle, montrent seulement l'existence d'un lien associatif entre deux événements, un événement amiante et un événement santé, quel qu'il soit, mais nous avions également des études toxicologiques qui, en complément des études épidémiologiques, nous démontraient en laboratoire, que ce soit sur des cultures de tissus ou chez des animaux, qu'il y avait effectivement un lien causal cette fois-ci entre l'amiante et les effets biologiques que nous observions, et bien sûr également, troisième élément de ce triptyque essentiel pour mettre en évidence un lien de causalité, épidémiologie, toxicologie, biologie. Nous avions également, bien sûr, des éléments biologiques, notamment avec, si vous voulez, la mise en évidence d'une susceptibilité chez l'embryon d'animaux du rôle cancérigène de l'amiante. Donc, pourquoi tout cela? Eh bien, tout simplement parce que, si vous voulez, économiquement et politiquement, nous sommes dans un système très contraignant et que les scientifiques ont très souvent, et aujourd'hui, je pense de plus en plus, du mal à se faire entendre des pouvoirs publics quels qu'ils soient, et économiques, bien sûr, ce qui fait que, en pratique, le combat est excessivement difficile. Et ce qui s'est passé avec l'amiante, ce que j'ai dénoncé en ce qui concerne les pesticides aux Antilles, eh bien, si vous voulez, c'est bien sûr le concept plus général qu'il faut mettre en exergue, qui est un concept tout simplement un nouveau paradigme, comme on dit, un nouveau cadre de pensée qui nous permet de dire que le cancer en particulier, mais d'autres maladies également, sont bien causés par des facteurs environnementaux, et au premier chef desquels sont bien sûr la pollution par des produits chimiques, des rayonnements et même bien sûr des microbes. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Vous voyez que ces exemples sont caricaturaux et nous montrent ce qu'il ne faut pas refaire, car si vous voulez, ce sera excessivement grave. La facture sanitaire que nous aurons à payer et que nous payons déjà, comme vous l'avez dit, cher monsieur Devel, la sécurité sociale ne pourra pas y faire face, et donc c'est maintenant qu'il faut agir et donc prendre conscience que notre pollution de l'environnement a ses limites et que, si vous voulez, il est évident qu'il faut revenir à cette prévention primaire. Je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal des Sciences et des Techniques. En passant, ce Libre Journal des Sciences et des Techniques a lieu toutes les 4 semaines. Il est diffusé le vendredi soir de 18h à 21h toutes les 4 semaines et ensuite le samedi dans la nuit de 2h à 5h et la matinée de 7h30 à 10h30. Je précise ceci parce que nos éditeurs parfois se perdent dans les réémissions de ce libre journal et par-dessus le marché, l'émission d'aujourd'hui, je regrette que les auditeurs ne soient pas en mesure de poser des questions parce qu'elle est préenregistrée. Alors c'est pas toujours facile d'enregistrer une émission avec des personnalités comme le professeur Bellepomme que nous recevons aujourd'hui parce que vous avez vos patients, vous avez naturellement votre institut
débattu et il faut encore arriver à trouver un moment pour trouver un rendez-vous. Je vous remercie en particulier d'être là aujourd'hui. Alors pour revenir au problème qui nous préoccupe, c'est-à-dire le cancer, comment prévenir le cancer, en fait on estime, et là encore c'est un chiffre que je vous livre, vous pouvez très bien le contester ou donner un autre chiffre, qu'il y a à peu près 80% des cancers qui pourraient être prévenus, c'est-à-dire qui pourraient être, disons, qu'on pourrait empêcher ou disons empêcher qu'il se développe avant qu'il se développe. Mais il y a aussi les 20% qui restent et il faut quand même se dire qu'il y a aussi quelques cancers qui sont d'origine génétique. Alors ces cancers d'origine génétique, là encore, vous avez un certain nombre de gènes qui prédisposent à l'apparition de cancer. C'est quand même aussi important pour cette partie-là où l'on ne peut rien. En réalité, vous avez des personnes qui attrapent en quelque sorte très facilement le cancer par rapport à d'autres populations. Il est important d'identifier ces gènes chez les personnes concernées pour leur recommander une surveillance accrue. Est-ce qu'on pourrait tout de suite régler le problème de... Oui, c'est un problème de prédisposition génétique. Oui, tout à fait. C'est un problème plus complexe qu'il n'apparaît, car il faut distinguer deux aspects au plan génétique. Il y a les cancers génétiquement purs, si j'ose dire, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas de facteurs environnementaux en cause. Il y a uniquement des mutations qui sont des, je dirais, des anomalies chimiques au niveau des gènes, et qui donc qu'on ne peut hériter de ses parents. Et à partir du moment où on hérite d'un certain nombre de mutations, 1, 2, 3, le cancer apparaît sans qu'il y ait des facteurs environnementaux. En général, ce sont des cancers, si vous voulez, qui sont qu'on voit apparaître chez l'enfant. Ou chez l'adulte jeune, mais ce type de cancer ne représente moins de 5% de l'ensemble. Donc ça veut dire que pour ces cancers-là, d'ailleurs, il n'est pas exclu qu'on puisse en faire un dépistage, donc qu'on puisse tout au moins les prévenir, puisque on peut avoir une cartographie génétique pour les prévenir, en particulier le rétinoblastome est un très bon exemple ici. Alors pouvez-vous nous préciser ce que c'est? Alors le rétinoblastome est un cancer de la rétine qui est soit unilatéral, soit bilatéral, touchant un œil ou deux yeux. C'est très très fréquent dans les pays notamment où il y a une forte insolation. Alors le soleil peut jouer, et ça va apparemment contredire ce que je viens de dire d'une origine purement génétique. Disons que le soleil, les ultraviolets notamment peuvent activer ce qui se passe, mais on sait qu'il y a 2 mutations au moins qui sont transmises par les parents et qui vont, quoi qu'il arrive, créer malheureusement cette maladie. Mais donc on peut, avec le dépistage de ces mutations, si vous voulez, essayer de prévenir la maladie. Difficile, bien sûr, car ça touche un organe sensoriel excessivement, si vous voulez, important, puisque la vue c'est tout de même très très important, et donc malheureusement très souvent lorsque le cancer est bilatéral, ces enfants seront aveugles. Bon, mais en dehors de ces cas généraux où il y a une maladie héréditaire à la base et qu'on peut considérer comme purement génétique, mais qui ne représente que 5% des cas, tout le reste, c'est-à-dire 95% des cas, sont liés à l'environnement. Alors, dans ces 95% des cas liés à l'environnement, il faut faire une part très très particulière au tabagisme. Là, le tabagisme, c'est bien sûr les hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes qui se trouvent dans les fumées et les goudrons résultant de la combustion du tabac qui vont être en cause, car on a pu démontrer de façon certaine qu'ils avaient un rôle cancérigène, et donc ça représente à peu près de ces 95% de cancers liés à l'environnement, ça représente à peu près 20 à 25% de ces cas-là. Donc on va se retrouver, si vous voulez, en gros, si on analyse 20% des cancers liés au tabac, disons, plus les 5% liés purement génétiques, on va se retrouver avec 80% des cancers, et ça va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, 80% de cancers d'origine environnementale pour lequel, si vous voulez, il va falloir avoir, et ceci est le message important que je compte délivrer lors de cette émission, c'est que il va falloir, pour ces 80% de cancers environnementaux, avoir
une attitude de prévention qui soit différente de l'attitude actuelle promue par nos institutions. Autrement dit, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut arrêter de fumer pour éviter de faire un cancer des voies respiratoires, un cancer du poumon, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et je suis bien sûr... Je ne peux que rejoindre de façon très forte la lutte contre le tabagisme et qui est d'ailleurs effectuée tout à fait correctement dans notre pays, tout en sachant que, bien sûr, bonne nouvelle, il y a depuis 1975, une diminution du tabagisme en France qui touche essentiellement les hommes. Et donc avec une régression des cancers du poumon liés au tabagisme chez les hommes, par contre, malheureusement chez les femmes, mais nous sommes à des taux beaucoup plus bas, il y a une progression du tabagisme, donc une augmentation de l'incidence des cancers bronchiques. Mais nous restons avec si vous voulez, un schéma général qui est tout de même beaucoup plus, en termes d'incidence, qui est moindre par rapport à ce qui se passe chez les hommes. Donc bonne nouvelle pour les hommes, moins bonne nouvelle pour les femmes, mais je pense que, si vous voulez, là il y a encore du travail à faire au niveau de la lutte contre le tabagisme. Mais pour les 80% de cancers, et c'est là, qui ne sont ni liés au tabagisme, ni d'origine génétiquement pure, que faut-il faire? Alors vous avez la thèse classique, qui est de dire, bon ben c'est facile, il faut, et ça c'est ce qu'a dû développer mon ami Henri Joyeux, il faut avoir une alimentation saine, il faut ne pas s'exposer au soleil, tout ceci est tout à fait cohérent, il faut, si vous voulez... ne pas avoir de diabète de type 2. Enfin, il y a tout un nombre de facteurs qui sont à prendre en cause de façon classique. Est-ce suffisant? La réponse est non. La réponse est non, tout simplement parce que, si vous voulez, comme vous l'avez très justement dit, nous sommes en face d'une maladie silencieuse, certes, mais qui explose en termes d'incidence, puisque nous en sommes, comme vous l'avez rappelé, à 390 000 nouveaux cas par an, et que cela ne va pas s'arrêter. Donc il est évident que au niveau des recherches et au niveau des concepts scientifiques à avoir, nous sommes même plus dans l'hypothèse aujourd'hui, mais dans un concept, si ce n'est une théorie, il faut bien sûr incriminer d'autres facteurs. Et quels sont ces autres facteurs? Eh bien, nous allons retomber sur l'environnement. Et en particulier sur les produits chimiques mis sur le marché, tels que des pesticides, tels que des additifs alimentaires, qui sont mis sur le marché sans contrôle réglementaire suffisant, sur des rayonnements. Nous allons reparler très probablement, parce que outre la radioactivité, il y a maintenant les champs électromagnétiques qui sont, comme vous le savez, des radiations non ionisantes, mais qui ont tout de même des propriétés cancérigènes. Et puis, nous avons bien sûr des virus et même certaines bactéries. Donc, tout un ensemble, si vous voulez, de facteurs pour lesquels, aujourd'hui, nos institutions, malheureusement, n'ont pas pris une mesure suffisante pour ce qui est du combat à mener à leur encontre. Alors, je dirais qu'on peut classer, en fait, la prévention du cancer en deux catégories. Celle pour laquelle le choix individuel est possible, c'est-à-dire fumer ou ne pas fumer, par exemple. Et celle pour laquelle c'est extrêmement difficile, parce que si effectivement il y a des résidus de pesticides dans l'eau du robinet, eh bien on est obligé on ne peut pas empêcher la présence. Alors c'est un peu le cas de la chlordécone dans les sols de la Guadeloupe et de la Martinique, elle est là pour quelques siècles. Mais pour revenir, si vous voulez, pour essayer de revenir à ces questions, vous avez l'exemple du tabac. L'exemple du tabac, bien entendu, il y a des quantités comment dirais-je, de campagnes qui sont faites pour signaler que le fait de fumer tue, ça donne les cancers, etc. Néanmoins, vous avez toujours des tas de gens qui continuent à fumer, et même dans les lieux publics. Et, si vous voulez, la véritable question, ces gens opposent la liberté individuelle de se suicider, puisque c'est à peu près ça, la liberté individuelle, et si vous voulez, lorsqu'on leur dit mais vous allez mourir dans des souffrances épouvantables, ils diront plus tard, on n'en sait rien. Mais il n'y a pas que le tabac. Alors on pourrait mentionner d'abord le cannabis aussi. Alors vous avez, en fait, j'ai vu des chiffres hallucinants dans la presse, de l'ordre de 500 000 Français
qui sont des fumeurs réguliers de cannabis. Alors il est évident que la nicotine qui est présente dans le tabac est naturellement cancérigène. C'est pas la nicotine, ce sont les hydrocarbures. La nicotine, ce sont les goudrons. Les goudrons. La nicotine, si vous voulez, est responsable de l'accoutumance. C'est-à-dire que va jouer au niveau du système nerveux pour faire que on va plus pouvoir se passer de sa cigarette. D'accord. Et ce sont les goudrons qui sont présents dans la fumée. Ce sont les goudrons qui sont cancérigènes. Donc là encore, il y a tout le problème des fumeurs passifs. Tout à fait. Et je dirais que c'est une bonne chose que l'on interdise de fumer dans des lieux publics fermés, mais il y a également le problème des terrasses de café avec des personnes qui en fument régulièrement leurs voisins sans absolument aucun complexe. Ce n'est pas seulement, je dirais, le seul fait du suicide individuel, puisque les personnes qui fument ne se gênent absolument pas pour suicider leurs voisins, en quelque sorte. Oui, alors, pour ce qui est du tabagisme passif et du cannabis, on va y revenir parce que c'est très important les points que vous avez soulevés. Pour ce qui est du tabagisme passif, il est clairement démontré que, bien sûr, c'est cancérigène, mais d'une façon moindre par rapport au tabagisme actif, bien sûr, tout de même, puisque le contact avec les muqueuses bronchiques est tout de même plus éloigné. Et c'est surtout dans les lieux clos que ce tabagisme passif a un rôle cancérigène. Pour ce qui est du tabagisme sur les terrasses de café, je dirais que bien sûr, il y a toujours un petit risque potentiel, mais c'est moindre par rapport au lieu clos. Et donc là, tout de suite signaler que depuis la loi Veil et la loi Evin, et la loi Veil, il y a eu tout de même un énorme progrès, comme on le sait maintenant. L'interdiction du tabagisme dans les lieux publics a été quelque chose de, je dirais, très très important et explique en partie l'accroissement de la diminution d'incidence des cancers bronchiques liés au tabagisme, du tabagisme et donc des cancers bronchiques, notamment chez l'homme. Bon. Pour ce qui, donc là, rendons hommage. Il n'y a pas que le cancer du poumon, il y a bien plusieurs sûr, types de cancers. Il y a plusieurs types de cancers. Il y a le cancer de la vessie, il y a le cancer du col de l'utérus, car il y a un papillomavirus, ça c'est certain, mais il y a un cofacteur qui est probablement les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui passent dans le sang et qui vont créer leur rôle cancérigène, enfin ou co-cancérigène au niveau du col de l'utérus. Et puis vous avez bien sûr tous les cancers ORL, notamment les cancers du larynx. Et là, depuis justement donc cette loi Veil et la loi Evin et la loi Veil, on note de façon absolument remarquable une diminution d'incidence des cancers du larynx dans notre pays, et ceci est tout de même un bienfait de santé publique. Donc on est là encore devant un exemple type de prévention primaire par le biais du tabagisme, où là c'était un facteur de cancer. Eh bien, quand on a joué sur cette cause en la diminuant, eh bien, on a en termes de santé publique une diminution du nombre de cancers, et ça, tant mieux. Malheureusement, il y a d'autres causes environnementales qu'il nous faudra inventorier dans quelques instants, qui compensent malheureusement les progrès réalisés avec le tabagisme. Pour ce qui est du cannabis, ceci est très important ce que vous dites, parce que effectivement, nous ne savons pas exactement combien il y a d'adolescents, d'adultes jeunes qui se livrent aux drogues douces ou dures. Vous avez donné le chiffre de 500 000, c'est peut-être plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que nous savons de façon quasiment certaine, c'est que le cannabis est également cancérigène, notamment peut donner des cancers bronchiques comme le tabac, le tabagisme. Mais, si vous voulez, nous n'avons pas d'études épidémiologiques sérieuses pour dire dans quelle mesure cela peut donner des cancers bronchiques. Et là, ce serait certainement des études à faire. Elles se feront probablement, mais elles sont lourdes et d'autant plus difficiles que, si vous voulez, contrairement au tabagisme, les jeunes qui fument du cannabis ne seront pas enclins à répondre positivement à des questionnaires d'études épidémiologiques. Donc là, on est avec un problème de santé publique, je dirais, plus que silencieux, mais qui existerait probablement et dont on n'a pas encore mesuré l'importance. Alors là, on parle des effets cancérigènes naturellement du cannabis, et on ne parle pas des autres, parce que bien entendu il y a les effets, si vous voulez, sur les déperditions de neurones, sur la folie, sur tous les effets neurologiques et les effets du comportement. Ce n'est pas l'objet de l'émission, mais néanmoins simplement sur le seul effet cancérigène, le cannabis est clairement cancérigène, et il y a la difficulté réelle de mesurer ces effets, parce que ça reste un comportement, je dirais,
clandestins. Mais il y a le cas des nouvelles cigarettes également. Beaucoup de personnes nous posent la question, comment peut-on appeler ça, les vaporettes ou les cigarettes électroniques. Les cigarettes électroniques où l'on respire un gaz qui varie suivant le type de cigarette. Oui, écoutez, d'après les spécialistes, mon ami Dotzenberg notamment, qui est un professeur donc qui est beaucoup pneumologue de formation, qui lutte depuis de nombreuses années contre le tabagisme, et à qui on doit d'ailleurs si vous voulez, à qui on doit rendre hommage pour ce combat. Eh bien, écoutez, d'après lui, ça n'est pas nocif. Et en tout cas, il n'y a pas d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dedans. Et par ailleurs, vous avez certaines formes de produits qu'on met dedans qui ne contiennent pas de nicotine. Donc, on se désactive. C'est-à-dire, on se désaccoutumise, si j'ose l'expression. Cela veut dire, en termes clairs, que, si vous voulez, on va garder le geste mécanique d'avoir quelque chose qu'on va inhaler. Donc ça va remplacer ce geste mécanique de la cigarette. Mais par contre, à partir du moment où il n'y a plus de nicotine dedans, on va petit à petit perdre l'accoutumance neurologique qui fait qu'on aura besoin d'avoir quelque chose pour remplacer la cigarette classique. Et par ailleurs, il n'y a pas d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ni les autres substances cancérigènes qu'on a dans la fumée surtout les fumées qui résultent de la combustion du tabac, notamment les métaux lourds et des nitrosamines qui sont également cancérigènes. Donc, si vous voulez, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux que conseiller la cigarette électronique, même si vous voulez, d'après ce que j'ai pu entendre ces derniers jours, il y a une espèce de contestation politicienne qui est de dire que ça pourrait être dangereux, qu'on va mettre autant de contraintes vis-à-vis de la cigarette électronique qu'il y en a pour les cigarettes classiques. Donc je trouve ça pas correct au niveau scientifique. Je dis aujourd'hui que d'après mes connaissances, la cigarette électronique peut être conseillée à des adolescents ou adultes jeunes qui veulent se désintoxiquer du tabagisme classique. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que d'abord, la cigarette électronique, il n'y a pas d'effet adverse qui ait été clairement identifié, parce que ça n'est pas utilisé depuis. Mais c'est certainement bien meilleur sur le plan de tout ce que l'on sait que la cigarette tout court, et c'est à conseiller pour se désintoxiquer de la cigarette. Maintenant, de là à le conseiller à quelqu'un qui ne fume pas du tout, c'est une autre affaire. Ça oui, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que si vous voulez, il vaut mieux ne pas fumer du tout, c'est évident. Et pour ceux qui fument des cigarettes, eh bien, on ne peut que leur conseiller de passer de vapoter. Ils s'en porteront mieux, du moins dans l'évident et dans l'immédiat. Et par contre, eh bien, on laisse à l'avenir le soin de voir si les composés, qui varient d'ailleurs énormément d'une cigarette électronique à l'autre, eh bien, ont une toxicité reconnue. Et évidemment, le mieux, c'est de pas fumer du tout. Vous vouliez dire, professeur Bellepoint? Non, ce que je voulais tout simplement ajouter, c'est qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège de fumer, entre guillemets, avec une cigarette électronique tout en continuant à fumer les cigarettes classiques. Oui, ça c'est clair. Enfin bon. Mais écoutez, par contre, là, nous avons donc un comportement, qui est le comportement de fumer, qui est cancérigène. Et ça, c'est clairement établi. Donc, si vous voulez, pour prévenir le cancer des poumons, le cancer du larynx, il faut éviter de fumer. Bon, certaines personnes disent que c'est impossible parce qu'ils font l'objet d'une addiction. Ben, si vous voulez, bon, on leur dit, mais de toute façon, si vous n'arrêtez pas, vous finirez par avoir des infarctus, des cancers, toutes sortes de conséquences. Ça, c'est une chose. Il vaut mieux prévenir les gens. Mais il n'y a pas que ces cancers-là qui nécessitent une certaine prévention. Alors, on pourrait passer un peu du coq à l'âne en parlant du mélanome et des cancers de la peau, où on conseille de s'abriter du soleil. Alors, oui. Il n'y a pas que le soleil, il y a les UV également. Bien sûr. D'ailleurs, dans le soleil, ce sont les ultraviolets, et en particulier, plus les ultraviolets B, c'est-à-dire que je ne dise pas de bêtises, c'est-à-dire à plus longue fréquence que les UV A,
qui sont les plus cancérigènes. Alors ça fait très très longtemps que c'est démontré. On a même un effet dose ici, c'est-à-dire que plus la dose de rayonnement ultraviolet est importante, plus vous avez une probabilité de mutation, et en particulier donc de cancer de la peau. Alors, quels sont ces cancers? Ce sont ce qu'on appelle, vous savez, les grains de beauté qui peuvent dégénérer. Ce sont des tumeurs noires. Alors, comment on les reconnaît? Quand vous avez un grain de beauté qui n'est pas centré sur un poil, il faut consulter votre dermatologue, car cela peut être un début de mélanome. Mais il y a bien sûr des cas plus évolués que cela. Par contre, quand il y a un poil au milieu du grain de beauté, soyez rassurés, en principe, ça n'est pas un mélanome. Ça n'est pas un grain de beauté qui dégénère. Voilà. Donc, les mélanomes restent un cancer dont la fréquence augmente lentement mais sûrement, bien qu'il y ait des précautions qui puissent être prises, mais c'est tout simplement lié au fait que les Suédois notamment viennent de démontrer qu'il y avait une potentialisation entre exposition aux ultraviolets et utilisation et exposition aux champs électromagnétiques type portable ou téléphone sans fil, sachant qu'il peut y avoir, comme pour les produits chimiques, une potentialisation. C'est ce qu'on appelle les effets cocktails, qui font que il peut donc y avoir une incidence augmentée chez les sujets qui, d'une part, ne sont pas suffisamment combattent pas, ne se retirent pas de l'exposition solaire et qui utilisent en plus des portables, quels qu'ils soient, de façon prolongée. Au moment où nous arrivons peu à peu sur l'été, eh bien, c'est là où il faut mettre tout le monde en garde sur le fait d'aller passer plusieurs journées consécutives à la plage en se mettant dans une petite tenue, bikini ou maillot de bain étroit, et ensuite en restant 10 heures d'affilée au soleil. Ce genre de choses est, disons, une autre forme de comportement à risque, puisque, en fin de compte, même si le coup de soleil, qui est une brûlure en fait, n'est pas nécessairement garanti, eh bien, il faut quand même dire que les crèmes solaires n'assurent pas de réelle protection. Absolument. Les crèmes solaires ne protègent absolument pas. On croit être protégé. Alors, vous avez tout à fait raison de le souligner. Ce qu'il faut faire, c'est clair, ne pas s'exposer au moment où le soleil est au zénith, et c'est-à-dire on reste à l'abri, et puis quand on sort le matin ou en fin d'après-midi, on met un chapeau pour se protéger encore. Tout en sachant que, si vous voulez, le soleil en lui-même les ultraviolets ne sont pas forcément visibles. Et on peut avoir une exposition des ultraviolets même quand le soleil ne vous paraît pas important. Et en particulier, on va bientôt être en été, c'est plus le cas des sports d'hiver, mais la neige, par son effet de réverbération, de réflexion des ultraviolets, est certainement un facteur qui potentialise l'effet toxique des ultraviolets sur l'organisme. Alors ça, on parle des causes naturelles, c'est-à-dire, il est clair que pour apparaître, souvent les personnes considèrent aujourd'hui que c'est élégant d'avoir le visage et les bras hâlés, les jambes hâlées, avec bien bronzé, n'est-ce pas? Mais bien sûr, vous avez des personnes qui utilisent des moyens artificiels et précisément les lampes à UV. Lorsqu'on parle de lampes à UV, sachant que les UV sont hautement cancérigènes, eh bien c'est encore une forme de suicide assez particulière. Je dirais que c'est une folie collective et politiquement organisée, malheureusement. Alors politiquement, pouvez-vous être plus explicite? Tout simplement, on tolère ces ensoleillements artificiels par lampes à ultraviolet, avec des boutiques. À côté de l'Artac, nous avons une boutique je dirais c'est l'Artac, c'est l'association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Vous avez, c'est directement du producteur au consommateur, en quelque sorte. Voilà. Et donc ça, si vous voulez, quand on m'avait requis au moment du lancement de l'Institut national du cancer comme conseiller du gouvernement de l'époque, pour ce qui était en termes de santé publique, on m'avait donné tout un programme, et j'avais parmi les réponses que j'avais apportées à cette demande, tout simplement dit qu'il fallait supprimer les
ces boutiques à ensoleillement artificiel utilisant les ultraviolets. Donc, si vous voulez, les jeunes femmes qui vont se faire bronzer ressortent toutes contentes parce qu'elles ont la peau qui est brunie. Mais, si vous voulez, il est clair que le risque à terme est d'avoir le développement d'un mélanome. Sous la forme d'un grain de beauté qui va dégénérer, et donc à ce moment-là, il sera trop tard, car le mélanome demeure malheureusement, malgré tous les progrès qu'on a pu faire, une tumeur difficilement guérissable. Une fois qu'elle est il faut savoir qu'un mélanome qui a quelques millimètres d'épaisseur peut déjà avoir dépassé le niveau où il est possible d'en guérir. C'est ça, il y a une classification. C'est un cancer assez terrible, finalement. Et voilà, en fonction de la profondeur de la tumeur dans la peau, eh bien, on a des degrés, et il y a, on appelle le degré de 3 de Clark, qui a dépassé, si vous voulez, un certain stade et qui est au voisinage des vaisseaux. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir une dissémination métastatique, c'est-à-dire l'apparition de tumeurs secondaires dans l'organisme. Et là, à ce moment-là, c'est très très difficile d'avoir une prise thérapeutique et une guérison définitive. Donc, il est clair que en matière de prévention, il faudrait avoir une législation adéquate qui interdise le bronzage artificiel. Mais non seulement ces cabines de bronzage qui sont dans des magasins, en quelque sorte, dans des boutiques, mais vous avez aussi des lampes à UV que les personnes peuvent se procurer librement. Alors c'est criminel de laisser de tels objets en vente libre, en quelque sorte, parce que après, naturellement, il faut ramasser les victimes. On retombe toujours sur cette équation qui est, d'un côté, l'intérêt économique, les intérêts économiques, et de l'autre, la facture sanitaire à payer. Et nous sommes dans une société aujourd'hui qui privilégie malheureusement les intérêts économiques sur la santé. C'est clair. Alors donc, il n'y a pas que cela, et ça, c'est encore un comportement à risque. Alors, moi, je pense que si vous avez des personnes qui s'exposent sur les plages, il faut leur dire, écoutez, non, soyez sérieux, ne restez pas torse nu, mettez une chemise ou un pantalon, ne restez pas trop de temps exposé au soleil sans qu'il y ait, disons, même en risquant le coup de soleil, mais il faut aussi insister sur le fait que toutes les crèmes solaires, en fait, n'ont comme seul effet au mieux que celui d'empêcher la brûlure. Oui, ça peut protéger contre le coup de soleil, mais ça ne protège pas contre le mélanome. Et dans les remarques aussi de prévention, surtout couvrir les enfants, les réhydrater bien sûr, car le soleil est très très toxique. Alors j'insiste encore parce que notre émission a pour but également de dire la vérité. La crème solaire, vous allez au soleil, vous mettez de la crème solaire, votre peau ne brûle pas, comme ça le ferait pour un coup de soleil. Par contre, vous recevez exactement, pratiquement sans limite, les ultraviolets. Et si vous êtes sensible à la possibilité d'avoir un mélanome, on répète, le mélanome c'est un grain de beauté malsain en quelque sorte, eh bien ce mélanome va se développer exactement de la même façon avec ou sans crème solaire. Et une fois qu'il est développé, eh bien c'est trop tard en quelque sorte. Donc faites très attention, chers auditeurs, de ne pas abuser du soleil. Et je vous dis que ce genre de comportement est aussi à risque que celui de fumer son paquet de cigarettes par jour, ce qui est une façon comme une autre de se suicider plus ou moins rapidement et surtout d'avoir une fin de vie difficile. Alors, ceci étant, vous avez encore d'autres comportements à risque. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme exemple de comportement à risque sur l'alimentation? L'alimentation est une grande thématique, bien sûr, si vous voulez. Et là, nous retombons malheureusement dans l'alimentation, au sujet de l'alimentation, dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, des causes individuelles face aux causes collectives. Et là, effectivement, nous ne sommes plus, avec l'alimentation, nous ne sommes plus uniquement dans un risque individuel, car là, ça dépend effectivement de... Alors, par exemple, professeur Bellepomme, je vais vous donner une piste parce que notre émission est complexe, il faut essayer de redonner ses idées, mais vous avez parlé du cancer du côlon.
Et le cancer du côlon, eh bien, on a constaté que certains cancers du côlon étaient plus fréquents. C'est des populations qui mangeaient très épicé, très pimenté. Et là encore, ce n'est pas toujours évident parce que ça dépend du type de piment qu'on utilise. Mais lorsque vous avez des populations qui mangent des nourritures très pimentées, très assaisonnées avec des épices très fortes, au départ, il faut bien voir que, il faut reconnaître que historiquement et même logiquement, si vous allez par exemple en Inde et si on vous offre disons de la viande dans les endroits où c'est permis, parce que la plupart du temps l'alimentation est végétarienne, eh bien très souvent l'ajout des piments sert à faire passer le goût de faisandé, en quelque sorte. Dans certains cas, c'est un peu cela. Mais par contre, une fois qu'on a pris l'habitude de manger des nourritures très pimentées, on trouve ça très bon et on continue. Et ça ne fait pas de bien à l'estomac. Oui, j'insisterai pas trop sur les piments, si vous voulez, en tant que cause de cancer. Ça peut, c'est assez incertain comme cause. Par contre, pour ce qui est des cancers du côlon et du sein d'ailleurs, là nous sommes dans les comportements individuels et non pas collectifs. Il est évident que il apparaît clairement que si on ne mange pas suffisamment de fruits et légumes, on a un risque de cancer du gros intestin, donc du côlon, et également du sein. Ceci, nous l'avons confirmé d'ailleurs dans une étude en Martinique, où il est beaucoup plus difficile pour mettre en évidence dans ces deux types de cancers le rôle des pesticides, qui certainement existent, mais plus difficile à mettre en évidence. Par contre, le rôle, si vous voulez, d'un régime alimentaire pauvre en fruits et légumes apparaît assez net. Alors, on a des explications, c'est tout simplement parce que si vous n'avez pas suffisamment de fibres dans votre bol alimentaire, il y a un risque de cancer tout simplement parce que les résidus chimiques qui seront dans le bol alimentaire passeront directement par l'intestin, donc au travers de la muqueuse intestinale, et donc pourront exercer leur effet cancérigène. Donc en quelque sorte, manger des fruits et légumes, c'est surtout l'effet fibre qui est important, car ça protège, si vous voulez, la paroi intestinale des résidus chimiques qui peuvent se trouver dans le bol alimentaire. Voilà. Donc c'est un des facteurs. Alors, l'alcool, de façon générale, bien sûr, est également un facteur, je dirais, d'abord et avant tout co-carcinogène, car l'alcool en lui-même a un petit effet cancérigène direct, c'est-à-dire qu'il peut créer des mutations, mais c'est très très faible. Le véritable rôle de l'alcool, c'est qu'il va potentialiser l'effet d'autres cancérigènes. Et donc, c'est ce qu'on appelle un cancérigène. Et donc là, il est clair que par différents mécanismes, notamment par, si vous voulez, une vasodilatation qui va permettre d'augmenter le flux sanguin au niveau de certains tissus, donc de rendre ces tissus plus vulnérables, plus accessibles aux cancérigènes vrais, des chimiques en particulier. Eh bien, là, c'est vrai qu'il y a un effet. Or, pensez au cocktail de l'alcool et du tabac, par exemple. Tout à fait, j'y viens tout de suite. Le cocktail tabac-alcool, eh bien, tout à l'heure, je parlais de la diminution d'incidence, très nette diminution d'incidence des cancers du larynx liés à la diminution du tabagisme. Eh bien, là, on se trouve avec la diminution de l'alcoolisme. En France, notamment, nous avions le record, l'un des records du monde en consommation d'alcool, il y a encore quelques dizaines d'années. Eh bien maintenant, il y a une diminution très très nette également de l'alcoolisme en France, qui fait que maintenant c'est l'ensemble des cancers ORL, c'est-à-dire otorhinolaryngologiques, c'est-à-dire pharynx, cavité buccale, larynx, très importante dans notre pays. Et avec en plus une diminution de l'incidence des cancers de l'œsophage, dont le facteur principal était également l'alcoolisme, là également. Donc vous voyez que là, nous trouvons... Ça c'en est un, le cancer de l'œsophage, l'alcool... L'alcool était l'un des facteurs principaux, mais toujours, si vous voulez... Associé avec autre chose. Associé avec autre chose, voilà. C'est ça le problème. Ça, c'est difficile à mettre en évidence quelque chose d'associé, mais il y a certaines études qui ont pu le montrer. Donc voilà. Donc nous trouvons ici, dans les bienfaits de la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme,
Et donc, une fois de plus, avec cette attitude de prévention primaire qui consiste à retirer la cause à retirer un facteur de risque du cancer, et donc avec des résultats de santé publique qui sont tout à fait satisfaisants actuellement pour ce qui est de ce facteur-là concernant les cancers ORL et l'œsophage. Alors, je rappelle à nos éditeurs qu'ils écoutent le Libre Journal des Sciences et des Techniques, animé par Paul de Hevels, votre serviteur, et que nous avons le privilège ce soir de recevoir le professeur Dominique Bellepomme, auteur, entre autres, du livre « Guérir du cancer ou s'en protéger », publié chez Fayard, dont je recommande la lecture, et d'un autre ouvrage en gestation qui devrait paraître au début de l'année prochaine. Et Dominique Bellepomme est le président de l'ARTAC et de l'European Cancer and Environment Research Institute, l'Institut européen de recherche sur le cancer et l'environnement, et nous avons ce soir une émission sur comment prévenir le cancer. Alors, je voudrais faire un petit peu le point de ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous avons un certain nombre de points sur la prévention primaire du cancer, c'est-à-dire qui est une action avant que le cancer ne prenne place. Et nous avons énuméré toute une série de causes majeures du cancer qui tiennent en particulier au comportement. Bien entendu, il y a le fait de fumer ou ne pas fumer. Il y a le fait de boire ou ne pas boire qui, comme vous l'avez constaté, a surtout une influence concomitante avec d'autres causes. Et vous avez également une des causes importantes des cancers de la peau, du mélanome, qui est l'exposition aux UV qu'il faut essayer de réduire au minimum admissible. Et là encore, sur ce point, je mets en garde les auditeurs sur l'inefficacité des crèmes solaires pour protéger contre les aspects carcinogènes des ultraviolets, c'est-à-dire les crèmes solaires évitent les brûlures d'un coup de soleil, mais ne sont pas très efficaces ou très peu efficaces pour empêcher que le soleil, les ultraviolets présents dans le soleil, provoquent des cancers de la peau. Je résume, hein, c'est à peu près ça. Alors maintenant, nous avons sorti à peu près une grande partie du comportement. Alors lorsqu'on passe au comportement, il y a également maintenant un des gros chapitres de la prévention du cancer, qui est le comportement purement alimentaire. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Le comportement alimentaire. Alors la thèse classique est de dire que ce serait le déséquilibre du régime alimentaire qui expliquerait la survenue d'un grand nombre de cancers. Autrement dit, mangeant insuffisamment de fruits et légumes, trop de viande, notamment des viandes qui contiennent des graisses, donc des graisses animales, eh bien, on développerait un cancer. Alors, ceci reste vrai, mais reste uniquement en tant que facteur de risque, c'est-à-dire un facteur favorisant qui va favoriser quoi? L'action d'autres cancérigènes qui sont les véritables cancérigènes et qui vont se trouver dans l'alimentation. Alors, c'est la thèse nouvelle, si vous voulez, qui est cette thèse environnementaliste qui nous fait dire que pour expliquer l'augmentation colossale d'incidence de certains cancers, notamment les cancers du sein, les cancers de la prostate, mais également les cancers du gros intestin, comme on l'a dit, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est-à-dire que le mode alimentaire en tant que tel n'est pas suffisant pour expliquer ce qui se passe. Et donc, j'ai donné d'ailleurs tous les arguments de cette thèse, de ce nouveau paradigme dans différents livres et dans différents articles scientifiques. Et c'est le combat que mène l'ARTAC et maintenant l'ESRI au plan européen, qui est justement d'apporter des preuves de plus en plus solides pour étayer ce nouveau paradigme scientifique. Et pour ce qui est de l'alimentation, qu'est-ce qu'on trouve dans notre assiette? Et là, nous passons du comportement individuel au comportement collectif, c'est-à-dire on n'est pas responsable de ce qu'on va trouver dans notre assiette. On va trouver, comme vous l'avez dit, deux types de résidus. On va trouver d'une part des contaminants.
Alors les contaminants proviennent de l'agriculture intensive, comme il a été dit. Attendez, professeur Bellepoire, avant que vous attaquiez ce problème, je voudrais quand même que nous terminions au moins sur... c'est-à-dire, vous dites essentiellement que la nouvelle thèse, le nouveau paradigme, c'est que les aliments importent peu du point de vue de leur action carcinogène. Ce qui importe, ce sont les résidus qu'il y a dans les aliments. Ça, c'est une chose que nous allons développer très en détail, mais au départ, eh bien, par exemple, vous avez beaucoup de gens qui disent, écoutez, si vous voulez éviter d'avoir un cancer, eh bien, évitez la viande, le gras, et manger léger, essayez d'avoir un régime riche en fibres, comme vous l'aviez constaté, vous l'avez dit parce que ça a une incidence sur le cancer. Non, il faut avoir un régime. Justement, il faut avoir je voulais éviter une alimentation pauvre en fibres. Voilà. Et surtout, également, eh bien, si vous voulez, sur ces questions, manger bio dans la mesure où ce sont des nourritures plus saines. Mais en fin de compte, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si vous passez, par exemple, d'un régime très carné à un régime végétarien, ça aura une incidence, mais pas énorme. Non. D'ailleurs, si vous voulez, je prends la balle au bon, les végétariens, y compris les végétariens stricts, font autant de cancer que les gens non végétariens. C'est-à-dire que ça a une influence, mais sur d'autres choses que le cancer. Ça peut avoir une influence sur le diabète, par exemple. C'est-à-dire que si vous... Imaginons, je vais caricaturer, une personne qui passe son temps à bouffer du sucre... Même pas. Mais bien, il va développer un diabète, Même pas. Il faut un autre facteur. C'est ça, l'énorme problème aujourd'hui, c'est ce qui va apparaître dans mon prochain bouquin, qui va s'appeler d'ailleurs « Comment naissent les maladies ». Ces facteurs classiques liés au régime proprement dit ne sont que des facteurs favorisants. En eux-mêmes, ce ne sont pas des causes directes des maladies, et en particulier pour ce qui est du cancer. Je veux insister sur ce point. Vous nous dites, par exemple, je prends... Alors attention, ça ne veut pas dire que il soit sain de manger jusqu'à l'obésité. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas avoir un régime trop gras et trop sucré pour éviter de développer un diabète de type 2. Bien sûr. Mais ceci, pour nous, le titre de notre émission, ce n'est pas comment prévenir le diabète. C'est comment prévenir le cancer. Et je vois, par exemple, je pourrais citer aussi dans le genre de recommandations, alors vous avez tous les régimes possibles qui sont recommandés, mais je citerai quand même un livre qui me paraît important sur l'idée de changer d'alimentation pour manger plus sainement. Alors, c'est le livre du professeur Henri Joyeux, Changer d'alimentation, aux éditions du Rocher. Il en est à sa 7e édition, et ça présente sur la couverture des asperges et une tomate. Bon, ça veut dire qu'il vaut mieux manger des fruits et des légumes, mais ceci étant, ça ne change pas grand-chose pour le cancer, d'après ça. Mais pour le diabète, pareil, pour toutes les autres maladies, je vais même vous dire la chose suivante, qui est un scoop que nous avons publié ce coup-là, qui est que les véritables obésités, c'est-à-dire les gens qui pèsent 110 kilos, etc. Je distingue l'obésité du surpoids. Le surpoids, ça c'est parce qu'on mange trop, ça y a pas de problème. Mais l'obésité est une véritable maladie liée à l'environnement. C'est-à-dire qu'on a démontré dans mon collègue, c'est publié dans Lancet, mon collègue Philippe Irigara, il a démontré que quand il prend des souris, qu'il injecte des souris avec du benzoapyrène qui est un polluant, ces souris-là grossissent de façon considérable par rapport à des souris témoins qui n'ont pas reçu le benzoapyrène. Donc autrement dit, des produits chimiques, des polluants chimiques peuvent induire de l'obésité, alors qu'il a pu démontrer que les souris avaient le même régime en termes de calories. Donc cela veut dire que nous sommes maintenant dans quelque chose qui est beaucoup plus, qui dépasse le cancer, qui est que ces maladies telles que le diabète de type 2, aujourd'hui pour ce qui est du diabète de type 2 par exemple, vous avez des dizaines et des dizaines d'articles qui nous montrent que des résidus chimiques qu'on va retrouver dans l'alimentation sont capables d'induire un diabète de type 2, alors qu'on va manger une quantité normale ou subnormale de sucre. Le sucre qu'on va manger en grande quantité ne peut être quelque chose en plus, mais la véritable cause, elle est probablement chimique. C'est ce que je vais dire là. Obésité, diabète de type 2, cancer. D'ailleurs, les trois sont liés.
puisque au niveau de l'épidémiologie, on a montré un lien entre diabète de type 2 et cancer, et un lien entre obésité et cancer. Et on sait qu'il y a un lien entre obésité et diabète de type 2. Alors, donc on est dans une triade, là. Si vous voulez essayons quand même d'éviter les termes techniques, pour que nos auditeurs, qui ne sont pas au fait du vocabulaire, le sachent bien. Alors, on nous a parlé plusieurs fois de diabète de type 2. Bien entendu, s'il y a un diabète de type 2, il y a un diabète de type 1. Pour les auditeurs qui ne sont pas médecins et qui ne connaissent pas ces subtilités, pouvez-vous rapidement, professeur Bellepomme, docteur Bellepomme, nous dire ce que c'est que le diabète de type 2? Le diabète de type... le diabète gras, en quelque sorte. Non, pas forcément. Le diabète de type 2, pour résumer, c'est un diabète acquis de l'adulte. Alors que le diabète de type 1, pour être très schématique, c'est un diabète héréditaire de l'enfant. Le diabète de type 2 n'est pas héréditaire, il est acquis et concerne en général les adultes. Il faut savoir qu'en France, nous sommes à 3 millions de diabétiques de type 2. Donc parmi les éditeurs, il doit y en avoir qui comprennent ce que c'est qu'un diabète, c'est tellement fréquent. Et que, je dois dire, que l'augmentation d'incidence du diabète de type 2 est aussi importante que celle du cancer. Autrement dit, c'est exponentiel. De même que l'augmentation d'incidence de l'obésité. Ces trois affections-là sont liées au plan épidémiologique et au plan biologique, et elles font partie de ces épidémies silencieuses dont on ne contrôle pas l'incidence actuellement. Qui sont très inquiétantes. C'est très inquiétant. Parce que je dirais que l'explosion des cas de cancer, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais est concomitante avec l'explosion des cas de diabète de type 2, et ce genre de choses n'est pas expliqué par le vieillissement de la population. Non. Il y a d'autres causes. Et bien sûr, je pense qu'il faudra qu'on fasse certainement une émission scientifique et médicale sur le diabète de type 2 parce que c'est quelque chose d'important. Mais en fin de compte, le message que vous nous donnez, c'est que très souvent des gens disent écoutez, si vous voulez ne pas attraper un cancer du poumon, évitez la cigarette. Si vous voulez ne pas attraper le diabète de type 2, évitez de manger des pâtisseries, je simplifie. Et si vous voulez éviter de manger gras et salé sucré, c'est le message qui nous est donné. Et si vous voulez éviter le cancer, essayez peut-être par-dessus le marché de manger bio. Et ce comportement n'est peut-être pas suffisant et parfois n'est pas relevant. Alors peut-être manger bio, c'est une autre affaire, parce que si on mange bio, on n'aura pas justement les fameux résidus de pesticides dont vous parliez. Tout à fait. Il faut tout à fait mettre à part le régime bio, qui est justement, si vous voulez, qui tient compte justement de ce nouveau paradigme qui sont les résidus qu'on trouve dans notre assiette. Et je reviens sur ces résidus, ils sont de deux types, très très schématiquement. Vous avez à la fois des contaminants qui sont dans lequel on va retrouver les pesticides, mais aussi les dioxines, par exemple, si on habite à côté d'un incinérateur, dans lequel on va retrouver les nitrates. Bon, ces contaminants-là qui sont secondaires essentiellement à l'agriculture intensive, sont cancérigènes. Alors, les nitrates ne le sont pas directement. Nous avons des bactéries dans le gros intestin qui vont les transformer en nitrites, qui eux sont cancérigènes. Mais globalement, c'est cancérigène. Et puis, permettez-moi, oui. Les nitrates sont présents dans la charcuterie. Les nitrates sont présents partout, y compris dans l'eau. Et partout, dans l'eau, en terre agricole, si vous voulez, vous avez des nitrates. Et vous savez, le combat qu'il y a pour faire reconnaître, si vous voulez, alors je vais revenir sur la charcuterie. Les combats actuellement pour dire qu'il faut absolument retirer les nitrates de l'eau. Ce qu'on ne fait que imparfaitement, puisque les normes laissent tout de même encore une grande quantité de nitrates dans l'eau. Bon. Pour ce qui est de la charcuterie, c'est les nitrites qui sont essentiellement en cause, qu'on utilise en tant que conservateur. Et donc là, on a des substances qui sont directement cancérigènes. Donc effectivement, on va retrouver tout ça dans notre assiette. À côté des contaminants, vous avez les additifs alimentaires. Et là, il y a encore un énorme problème. Les additifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances qui sont soit des colorants, notamment des colorants azoïques, dont on sait qu'ils sont cancérigènes même à petite dose. On va retrouver, si vous voulez, également des substances des conservateurs. Donc, on va retrouver là des nitrites encore, etc. Donc, et un grand nombre de ces additifs alimentaires sont pourtant encore tolérés dans les listes officielles par l'Europe, si vous voulez. Bon. Oui, mais déjà, il y a un progrès dans la mesure où, pour beaucoup d'aliments, on impose leur affichage. Partiel.
Partiel, parce que si vous voulez, les affichages, ça dépend de quoi on parle. Les affichages, si vous voulez, si c'est un OGM, ça n'est pas fait. Si c'est une viande de cheval au lieu d'une viande de porc, ça n'est pas fait, bien sûr, etc., etc. Donc, si vous voulez, nous nous trouvons aujourd'hui avec une industrie de l'alimentation. Ici, nous sommes dans l'agroalimentaire qui, manifestement, a un intérêt économique pour vendre et, si vous voulez, fait que ce qu'on achète dans un supermarché sous un plastique ou on ne sait pas exactement ce que l'on a. Donc, il est clair que là, c'est très très difficile. Vous parliez tout à l'heure des difficultés à mettre en évidence un lien entre tel facteur chimique, tel résidu chimique et un risque cancérigène, par exemple. C'est vrai. Il faut procéder à des études donc épidémiologiques, mais également toxicologiques et biologiques, ce que l'on regroupe sous le terme d'études écologiques. Maintenant, c'est au niveau scientifique, c'est cette dénomination qu'il faut avoir. C'est excessivement difficile, ça demande du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte cher, et malheureusement, l'industrie va plus vite que les données scientifiques ne sont disponibles, ce qui fait qu'on est dans une fuite en avant, et ce qui fait qu'il y a toujours cette facture sanitaire qui est là, avec ces trois types d'épidémies silencieuses que sont le cancer, le diabète de type 2 et l'obésité. Oui, mais alors, essayons d'être factuels. Si vous avez des conseils à donner aux auditeurs, bon, vous pourrez leur dire s'ils habitent la Guadeloupe, c'est pas, vous pouvez pas leur donner le conseil de faire disparaître la chlordécone ou la trazine des sols parce que ces sols sont contaminés. Mais si vous avez quelqu'un qui dit voilà, je suis prêt à changer mon régime alimentaire dans l'espoir que ceci puisse me donner une meilleure santé et en particulier prévenir le cancer. Est-ce que vous leur dites que c'est une tâche inutile ou une tâche marginale ou non, est-ce que c'est une tâche essentielle. Mais alors comment faire? Parce que alors, vous aviez l'air de dire tout à l'heure que de toute façon, ce qui était le plus présent dans les risques de cancer, ce n'était pas tant les aliments eux-mêmes que les produits chimiques qu'on trouvait dans l'alimentation. Est-ce que je me suis trompé? Tout à fait. Et c'est là où on va retrouver le bio. C'est là où on va retrouver le bio pour trois raisons. La première raison, c'est que vous n'avez pas de pesticides dans le bio. Enfin, théoriquement. Non, pratiquement, sauf les études qui ont été faites aujourd'hui, en particulier je m'y suis attaché personnellement avec un laboratoire rouennais, c'est moins de 1%. Et c'est lié, si vous voulez, à des contaminations, parce qu'effectivement, si vous avez un champ bio qui avoisine un champ qui utilise des pesticides, eh bien, il est évident que vous risquez d'avoir une contamination. Mais c'est exceptionnel aujourd'hui. Je prends l'exemple du vin bio. Le vin bio, il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas des résidus de sulfate de cuivre, malgré ça, c'est autre chose. On va y revenir, c'est plus compliqué. Mais deuxième, si vous voulez, intérêt du bio, c'est que vous n'allez pas trouver d'additifs alimentaires. Et ça, le cahier des charges est absolument net à ce niveau-là. Et troisième point, vous allez trouver un taux d'antioxydants qui participe également de la lutte contre le cancer au plan biologique, à un taux 3 fois plus important que dans les aliments non bio. Ça, les Américains l'ont démontré, tenez-vous bien, en comparant du ketchup bio avec du ketchup non bio. Et ça c'est intéressant. Alors ça, c'est publié dans des revues internationales. Je sais plus, je crois que c'est le New England Journal of Medicine. Donc, c'est vraiment des points essentiels. Et ce que je dois dire aujourd'hui, c'est qu'on a bien sûr démontré chez les enfants qui mangent bio par rapport aux enfants qui ne mangent pas bio, que les enfants qui ne mangent pas bio avaient des taux de produits chimiques dans le sang qui étaient de l'ordre de 200, alors que c'était quasiment inexistant chez les enfants qui ne mangent pas bio. Donc ça, on a des preuves scientifiques maintenant pour dire que manger bio est essentiel. Donc c'est une question de survie. C'est une question de survie. Et à tel point, si vous voulez, que maintenant le message que j'ai... Alors, attendez, nous allons avoir l'occasion de développer ceci, oui, parce qu'on arrive peu à peu vers la fin de notre première partie d'émission, et je voudrais qu'on essaie même de caricaturer ou de schématiser les choses, pour ensuite en parler de nouveau dans la deuxième partie de notre émission. Il faut bien être précis. Vous avez beaucoup de gens qui vous disent, de toute façon, par exemple, il n'y a pas de supériorité manifeste, par
par exemple, de l'eau minérale sur l'eau du robinet. Il n'y a pas de supériorité manifeste du bio sur le pas bio. Vous dites que le bio est, lorsque la charte qui définit les produits bio est correctement appliquée, infiniment supérieure au non bio. Oui, je le confirme d'autant plus volontiers que, si vous voulez, c'est quelque chose qui est maintenant reconnu grâce à une étude française, et compte tenu de la rareté des études françaises, il faut le souligner, qui montre de façon claire et nette que c'est l'étude d'ailleurs INSERM, qui montre de façon nette que des sujets qui consomment bio ont un risque diminué de faire un cancer. Ce point est important. Ce point est essentiel. C'est important. Donc, en fait, conseil aux auditeurs, passez au bio. Alors, l'inconvénient, bien entendu, du bio, ce qu'on nous opposera, c'est que souvent, il y a des prix beaucoup plus élevés, bien sûr. Mais oui, alors ça, c'est un problème qu'il nous faut investiguer en profondeur, d'autant qu'il y a, je dirais, quand on a les bourses qui ne sont pas suffisantes pour acheter du bio, qui effectivement est encore tout de même relativement cher, mais pas tous les produits bio. Il y a des produits bio phares, si j'ose dire, qui sont à peu près, qui ont un prix à peu près du même ordre que les aliments non bio. Par contre, dans le livre de Guérir du cancer sans protéger, je donnais des recettes particulières de façon à minimiser le plus possible les pollutions par les pesticides ou d'autres éléments dans la préparation et la cuisson des aliments, notamment, de façon à faire en sorte qu'on soit moins contaminé. Oui, parce que cette contamination est absolument affolante. Et alors là, on est vraiment dans la prévention, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un choix individuel qui permet d'empêcher que ça se passe. Mais bien sûr, ce n'est pas si simple, puisque je vous dirais que beaucoup de gens sont soumis au régime des cantines, c'est-à-dire qu'ils vont manger au restaurant d'entreprise ou à la cantine scolaire. Et il y a une chose assez intéressante, c'est que j'ai participé il y a quelques années à un organisme, j'étais au conseil d'administration de cet organisme, et il y avait des appels d'offres pour les restaurateurs d'entreprise, et par exemple j'ai vu des choses absolument hallucinantes, c'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ça soit possible de mettre dans l'appel d'offres d'imposer le bio. Si vous voulez, la bio se développe de façon considérable en France, à tel point que le marché en tant que tel, c'est-à-dire la demande, est beaucoup plus importante que l'offre. Et le drame du bio aujourd'hui, c'est qu'on les grandes surfaces importent des aliments bio, des produits bio en provenance d'autres pays qui n'ont probablement pas une charte, un cahier des charges aussi strict que le nôtre, et qui, si vous voulez, font que est-ce du vrai bio ou pas, c'est là tout est le problème. Alors, je pense que là, nous sommes arrivés à un point où il nous reste un énorme parti à étudier, parce que nous avons parlé dans cette émission, je répète pour nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, avec le libre journal des sciences et des techniques animé par votre serviteur Paul de Vels. Nous recevons Dominique Bellepomme, cancérologue éminent. Et le titre de notre émission est « Comment prévenir le cancer ». Alors, nous avons étudié tout un ensemble de moyens pour prévenir le cancer. Nous en avons vu qui étaient efficaces, d'autres qui ne l'étaient pas. L'exemple de moyens qui ne l'est pas, ce sont les crèmes solaires pour prévenir du cancer de la peau. Et nous allons maintenant, dans cette deuxième partie d'émission, évaluer tous les aspects multifactoriels des cancers, en particulier avec toutes les sources possibles de pollution. Donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs dans quelques minutes. Après la coupure technique, nous allons reprendre dans cette deuxième partie d'émission. À très bientôt.